Oliver est un ringard sans intérêt qui s'inscrit dans une école de magie d'élite. Mais quand sa classe est sur le point d'être anéantie par des monstres, il révèle sa force cachée et démolit tout le monde. Avant cela, Oliver se rend sur le campus pour son premier jour et en chemin, il rencontre 4 autres novices, Kate, Guy, Sheila et Peach, qui sont super excités. À cet instant, il rencontre une autre étudiante vêtue en samouraï nommée Nano. Tandis que les autres se demandent qui est cette étrange personne, Oliver ne peut s'empêcher de la regarder, se sentant connecté à elle d'une certaine manière. Quand le groupe arrive à l'école, il voit le défilé de bienvenue rempli de monstres de divers types. Mais Kate et Guy ne sont pas d'accord sur le fait que les trolls devraient être traités comme des clowns de cirque, ce qui génère une discussion animée. À ce moment, une personne suspecte dans la foule lance un sort sur les jambes de Kate, la faisant courir droit vers le troll qui veut la transformer en chair à pâté. Le reste du groupe court après elle pour la sauver, mais quand il n'arrive pas à temps, Nano crie sur le troll et attire son attention. Elle dit alors à la demoiselle de fuir, mais comme les jambes de Kate ne bougent pas, Nano décide d'affronter le troll de front. Sheila tente de distraire la bête avec son tour de magie de 3e catégorie, mais elle réalise vite qu'elle n'est pas assez forte. Mais avant que les autres ne puissent la rejoindre, Oliver leur ordonne d'utiliser la magie du vent pour créer l'illusion d'un dragon hurlant, ce qui parvient à distraire le troll. Bien que tous s'attendent à ce que l'aspirante samouraï s'enfuit maintenant, elle saute l'épée à la main et dès que ses cheveux deviennent blancs, elle attaque le troll. Voir cela fait réaliser à Oliver qu'elle possède un mana exceptionnel. Mais ce qui le surprend encore plus, c'est que le troll ne se relève pas tandis que Nano l'ignore simplement, comme si ce n'était rien d'extraordinaire. Plus tard, quand la cérémonie d'ouverture commence, la directrice éblouissante de la faculté fait son entrée et refuse d'admettre toute responsabilité pour l'incident précédent, disant que seulement 80% des élèves ici en sortent vivants et les restants soit meurent, soit finissent à l'asile. Elle avertit que vivre ou mourir dépend entièrement d'eux et lance ensuite un sort d'antigravité qui emmène les élèves au réfectoire où Oliver s'installe avec ses nouveaux amis. Là, Sheila suggère qu'il se présente enfin et explique qu'elle est une Apple Baby appartenant à une prestigieuse famille de magiciens. Mais cela éveille la jalousie de Pete car il n'est qu'un émoldu prétentieux. Dès qu'il commence à se plaindre de l'injustice de la vie envers lui, Oliver dissipe la tension, se tournant vers Nano qui révèle être une ex-samouraï ayant reçu une invitation spéciale pour entrer à la faculté, ce qui l'intrigue. Le lendemain matin, il se réveille à l'aube et décide de faire un tour seulement pour sentir quelqu'un le suivre. En questionnant, la fille se révèle être Teresa, une espionne envoyée par le frère aîné d'Oliver pour le garder en sécurité jusqu'à ce qu'il termine sa mission, ce qui l'irrite mais il la laisse faire ce qu'elle veut. Alors qu'il marche un peu plus loin, il trouve une jolie fille se baignant dans la fontaine et réalise que c'est Nano, ce qui l'effraie. Alors il lance rapidement un sort pour la couvrir avant de la réprimander pour être si imprudente. Nano dit qu'elle ne se baignait pas mais se purifiait de tout le sang qu'elle avait versé pendant la guerre, et Oliver ne peut s'empêcher de remarquer les nombreuses cicatrices sur son corps. Dès qu'elle a fini, il lui offre sa tunique pour qu'elle se couvre et il sent lui-même l'odeur du sang sur son corps, réalisant qu'elle n'est pas aussi innocente qu'il y paraît. Plus tard ce jour-là, Nano se porte volontaire pour un duel pendant le cours d'art de l'épée, et un idiot prétentieux nommé Andrews la défie. Sachant qu'il est un gamin riche et gâté, Oliver réalise qu'il veut juste se moquer de Nano. Alors il lève la main et dit qu'il veut aussi se battre avec elle. En entendant cela, Andrews traite Oliver d'idiot stupide qui a failli être anéanti par le troll le premier jour, faisant qu'Oliver le traite de lâche qui se cachait dans la foule au lieu d'aider. À cet instant, Kayla les sépare, défiant Andrew en duel, ce qu'il accepte à contre-cœur, faisant qu'Oliver se demande s'ils ont une histoire ensemble. Dès que le combat commence, le professeur lance un sort de sécurité sur leurs épées pour s'assurer qu'ils ne se blessent pas. Et Oliver décide de ne pas utiliser de magie contre Nano, qui n'a toujours aucune idée de comment cela fonctionne. Cependant, dès qu'elle intensifie son regard et que ses cheveux subissent un power-up, il réalise qu'il est fichu et peut à peine supporter son coup. Utilisant la magie, il la fait trébucher et tente de porter un coup, mais elle se rétablit et l'attaque, ce à quoi il peut à peine riposter. Tandis que les deux échangent coup après coup, Oliver réalise qu'elle n'est pas seulement une maître épéiste, mais quelqu'un qui a déjà survécu à d'innombrables personnes, seulement pour remarquer qu'elle pleure. Il se jure qu'il fera tout en son pouvoir pour arrêter ses larmes, et à ce moment-là, il réalise que ce serait de se battre avec elle jusqu'à ce que l'un des deux meure. Cependant, dès qu'ils aiguisent leurs épées, le professeur leur ordonne d'arrêter, révélant qu'ils ont brisé son sort de sécurité et les traite de maniaques pour avoir tenté de se tuer. Cela choque Oliver aussi, et Nano l'observe tandis qu'il s'éloigne. Pendant ce temps, ce spectacle fait que Sheila et Andrew se font dessus de peur aussi, alors ils abandonnent le duel. Plus tard, Nano suit Oliver hors de la classe et le remercie pour le merveilleux duel avant de lui demander de se battre à nouveau avec lui, cette fois jusqu'à la fin. Cependant, Oliver lui dit qu'il ne se battra plus jamais avec elle car il ne veut pas qu'aucun des deux ne meure, la faisant pleurer à nouveau. Le soir, la classe assiste à son premier cours de biologie où leur professeur aux problèmes mentaux, Vanessa, leur dit de jeter la moralité à la poubelle, car dans son cours, ils apprendront à exploiter les animaux.
Comme première tâche, elle leur montre des vers à soie et explique comment ils doivent faire des cocons en les nourrissant de magie. Cependant, s'ils les nourrissent trop, le cocon deviendra noir et donnera naissance à un papillon de nuit maléfique qu'ils devront tuer. Tandis que Sheila et Oliver font facilement 5 cocons, Guy devient le roi des échecs et Kate met beaucoup de temps à accomplir sa tâche. Sheila demande à Oliver pourquoi leur propre mère Teresa met tant de temps à faire quelque chose d'aussi simple. Ce à quoi il répond qu'elle ne se soucie pas du cours ou des notes, elle veut simplement sauver le plus d'animaux possible. À cet instant, un pétale de fleur entre dans son chemin et Kate transforme accidentellement le dernier cocon en noir. Cependant, au lieu de le brûler immédiatement, elle tente de le sauver pour que le papillon de nuit maléfique la morde. Oliver la sauve juste à temps, mais la professeure psychopathe leur ordonne à tous les deux de sortir et déduit même ses notes. Plus tard à l'infirmerie, Kate se confie sur son histoire d'origine et comment avoir un troll de compagnie la transformer en quelqu'un qui ne peut jamais être cruel envers les animaux. Oliver dit qu'elle n'a pas besoin de devenir aussi égoïste que les gens autour d'elle parce qu'elle est naturellement gentille, ce qui la réconforte. Cependant, avant que son intrigue ne se développe davantage, Oliver ouvre la porte pour révéler que tous les autres espionnaient derrière elle et dit à Kate qu'elle est aimée pour qui elle est. Plus tard, Teresa avertit Oliver à propos des amis perdants qu'il s'est fait, mais il lui dit de s'occuper de ses propres affaires. Au dîner ce soir-là, Pete réalise soudain qu'il a oublié son livre dans la salle de classe, mais dès qu'il se lève pour le chercher, les figures parentales du groupe proposent de l'accompagner, disant à quel point leur faculté est hantée la nuit. En sortant, Kate dit qu'elle a lu quelque part que les murs se transforment en un labyrinthe la nuit, ce qui est exactement ce qui se passe quand le trio tente de revenir de la salle de classe. Voyant tous ces murs étranges autour de lui, Pete commence à perdre la tête, mais Oliver le rassure, disant qu'un des vétérans pourrait être là pour les aider. À cet instant, une chatte nommée Ophélia apparaît et dit qu'elle a hâte de les dévorer, mais Oliver la reconnaît comme leur vétérane et dit qu'ils n'ont pas besoin de son aide. Elle répond en utilisant son sort sur eux, ce qui fonctionne presque sur le nerd faible. Mais Oliver et Sheila résistent et courent rapidement devant elle, seulement pour être arrêtés par un mur d'os. Un autre vétéran nommé Cyrus apparaît et dit qu'il les disciplinera avec plaisir s'ils ne veulent pas le traitement sadique d'Ophélia, faisant qu'Oliver réalise qu'ils sont fichus. Cependant, Ophélia dit à Cyrus de garder sa magie de cadavre dégoûtante loin de sa proie, ce à quoi il lui rappelle comment il l'a presque transformé en cadavre une fois aussi avant de lancer un sort et d'invoquer un reptile squelette. La succube répond en poussant une créature étrange et visqueuse hors de son ventre, et les deux entrent en bataille, permettant à Oliver et Sheila de planifier leur fuite. Cependant, Cyrus lance sa paroi d'os à nouveau et les empêche de sortir seulement pour que Nano arrive et brise le mur, disant aux autres de partir tant qu'ils le peuvent encore. Tandis que les deux maniaques se battent entre eux et continuent de s'insulter, l'aspirante samouraï court droit dans leur bagarre, disant qu'il est temps pour elle de mourir de toute façon. Mais Oliver la suit juste derrière pour l'arrêter, seulement pour qu'un mur de feu apparaisse soudainement et les retienne. Alvin, le président du conseil étudiant, apparaît derrière elle et dit aux deux vétérans incontrôlables de partir immédiatement et d'attendre leur punition. Cyrus s'en va après avoir insulté Ophélia un peu plus, tandis que la méchante disparaît après que l'assistant d'Alvin la menace de la faire disparaître. Pendant ce temps, le Tchad se tourne vers Nano et les autres et les félicite d'avoir tenu bon seul jusqu'à présent. Plus tard, tandis que la classe se regroupe, Oliver perd finalement patience et attrape Nano par le col, lui demandant pourquoi elle continue d'essayer de se tuer comme si ce n'était rien. Sheila le sépare et entame la séance de thérapie tant nécessaire de Nano, durant laquelle elle dit qu'elle ne se sent plus vivante depuis la dernière bataille qu'elle a menée. Elle se souvient avoir combattu à travers une armée de 5000 jusqu'au camp du général où elle a tué un autre soldat et s'est frayé un chemin, demandant au général de la laisser combattre son fils, le meilleur épéiste de leur pays. Cependant, le général l'a encerclée et a révélé que le soldat qu'elle venait de tuer était son fils. Après cela, ses soldats ont attaqué et Nano, qui se sentait coupable, n'a pas bougé d'un centimètre, seulement pour qu'un magicien mystérieux la protège avec de la magie et traite le général de lâche pour avoir utilisé tant d'hommes contre une fille. L'étrange personnage a alors demandé à Nano si elle aimerait aller à sa faculté et apprendre la magie, après quoi elle s'est retrouvée ici. Cependant, comme elle avait accepté la mort quelques instants avant l'apparition du magicien, elle n'a plus jamais senti qu'elle méritait de vivre. Elle explique que son rêve est de mourir durant une bataille contre quelqu'un qu'elle respecte, quelque chose qui est appelé bonheur dans sa culture samouraï, faisant qu'Oliver comprend finalement pourquoi elle était si impatiente de se battre à nouveau avec lui. Nano pleure et dit qu'elle s'est sentie dévastée après qu'Oliver a refusé de réaliser son souhait, mais elle comprend ses raisons, faisant que tous se demandent combien de vies elle a de desserrer. Kayla lui dit qu'elle doit trouver un meilleur thérapeute ou arrêter de se culpabiliser d'être en vie. Et Kate dit qu'il semble qu'elle aime Oliver, ce qu'elle ne nie pas, le faisant rougir. Finalement, tous lui disent qu'elle est aimée et Nano promet qu'elle n'essaiera plus jamais de se suicider, tandis que Sheila devient la plus grande shippeuse d'elle et d'Oliver. Le lendemain, Nano entre en mode simp total près d'Oliver, le faisant rougir. Kate, d'autre part, devient jalouse et lui dit de ne pas s'accrocher au garçon, ce qui pousse les autres
à taquiner l'aimant à fille sur sa popularité croissante. Plus tard, le professeur explique le concept des lames de sort, qui sont des techniques pouvant instantanément tuer un adversaire sans faute. Avec seulement 6 d'entre elles en existence, il explique que ceux qui peuvent les utiliser les gardent secrètes, et Nano ne peut s'empêcher de se sentir fasciné par cela. À cet instant, Andrews apparaît implorant l'attention d'Oliver et lui demande de le rencontrer à nouveau, seulement pour que le Sigma l'ignore. Sheila révèle plus tard qu'elle et Andrews ont grandi ensemble depuis l'enfance. Cependant, comme il a toujours été comparé à elle par sa famille, il est devenu ce faible en quête d'attention qui n'est jamais heureux de lui-même. À cet instant, Peach intervient et dit que Kate s'est enfuie à nouveau après avoir entendu que le troll d'avant est en train d'être euthanasié et ils la suivent rapidement. Pendant ce temps, la Firw affronte Granville, le professeur qui déteste les animaux, qui la traite de stupide pour défendre les droits des animaux avant d'utiliser la magie pour la punir. La classe arrive à cet instant et Kyla brise le sort tandis qu'Oliver se place entre eux et le tyran qui menace de lui faire exploser le cul s'il ne bouge pas. Cependant, une vétérane nommée Vera arrive juste à temps avec leur professeur d'art de l'épée, et après avoir traité Granville de casse-pied, elle révèle que la décision contre le troll a changé, donc il restera en vie jusqu'à ce que le véritable coupable de l'incident soit attrapé. Après que le tyran s'en va, elle aide Kate à se lever, offrant son soutien si elle a besoin d'aide pour quelque chose, ce qui rend la fille extrêmement heureuse. Plus tard, tandis que la classe retourne, Sheila reçoit une invitation formelle d'Andrews et révèle qu'il a défié Nano et Oliver pour un vrai duel. Le lendemain, tandis que Kate tente de convaincre le troll de manger quelque chose, ses camarades la traitent de puante et elle devient vite la cible de blagues. Tandis qu'un groupe de 3 clowns l'insulte, Guy se met en colère mais le père du groupe l'arrête, disant qu'il devrait ignorer pour l'instant. À cet instant, Kate arrive en classe, seulement pour que les brutes la provoquent et lui disent d'aller vivre dans une cage de trolls puisqu'elle pue comme un. Cela irrite Guy, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Oliver lance un sort qui rôtit les brutes et Nano rejoint les garçons tandis qu'une bagarre généralisée commence. Plus tard, les 3 sont envoyés en retenue, et Sheila dit que tout ce calvaire a retourné leurs camarades contre eux, ce qu'Andrews utilisera à son avantage durant le duel de demain. Cela fait pleurer Kate, et elle s'excuse en larmes auprès d'Oliver. Seulement pour que Guy dise qu'ils sont heureux du résultat puisque les brutes méritaient une bonne raclée de toute façon. La nuit du duel, 2 vétérans les guident jusqu'à une peinture magique à travers laquelle ils arrivent au labyrinthe infâme et finalement il y a une haute porte qui mène à un colisée rempli d'étudiants de toutes les années. Sheila dit qu'Andrews doit être vraiment sérieux à propos du duel s'il est allé si loin et promet à Oliver qu'elle s'occupera des 3 autres tandis qu'il se déplace vers la mezzanine. Avec seulement Nano et Oliver restant sur le ring, le maître exhibitionniste entre et leur dit de s'écarter pour une démonstration qu'il a arrangée. À cet instant, 3 kobolds courent dans sa direction et il en tue brutalement 2, faisant que Nano demande à Oliver qu'est-ce que diable se passe. Il dit que c'est un sport ancien qui a été banni il y a des années avant de demander à Andrews ce qui est arrivé au duel pour lequel il les a appelés. Le pseudo-Chad dit qu'il est trop cool pour se battre contre des faibles comme eux, alors le nouveau plan est d'abattre des kobolds dans une bataille de 2 contre 1. À cet instant, le 3e kobold tente de courir vers sa cage, mais un vétéran le force sur le champ de bataille et après l'avoir attaqué, lui donne un coup de pied au visage, tandis que tout le monde autour applaudit. Cela met Nano tellement en colère qu'elle crie à tous de se taire avant de les traiter de lâches qui prennent plaisir à intimider ceux qui ne veulent même pas se battre. Cependant, cela est accueilli par des huées de la foule, faisant que Nano se tourne vers Oliver et lui dit de partir, disant qu'il n'y a pas une seule personne ici qui mérite d'affronter leurs épées. Tandis que ses autres camarades de classe se mettent en travers de son chemin et Nano sort son épée pour leur donner une leçon. Un vétéran est fumé par un oiseau furieux sous stéroïdes qu'Oliver appelle Garuda, un des monstres légendaires. Tous les autres qui tentent de le combattre sont aussi transformés en chair à pâté, et même les kobolds profitent de l'occasion pour terroriser ceux de la mezzanine. Tout cela transforme le Colisée en un abattoir. Le complexe de dieu d'Andrews se transforme aussi en larmes et lui en peur avant de fuir, seulement pour être suivi par le Garuda. Cependant, quelques instants avant qu'il ne trouve sa fin, Nano se met en travers et encaisse l'attaque du monstre, le traitant de lâche pour avoir attaqué quelqu'un par derrière. La bataille entre ces 2 monstres commence alors, et après avoir changé la couleur de ses cheveux, Nano avance contre lui, contre-attaquant chaque attaque de ses griffes. Guy suggère qu'ils vont l'aider, mais Sheila lui rappelle qu'ils sont des perdants sans courage qui ne peuvent même pas se battre contre des kobolds faibles, encore moins un monstre légendaire. Après avoir sauvé Kate, elle dit qu'elle a fait une promesse à Oliver, donc tout ce qu'ils peuvent nous faire maintenant est de rester en sécurité et de prier pour que Nano ne meure pas. De retour sur le champ de bataille, le Garuda utilise une attaque de vent sur Nano seulement pour qu'Oliver utilise un sort pour l'éloigner. Cependant, cela lui vaut son attention et bien qu'il dévie la première attaque avec de la magie, la seconde le dévissère presque seulement pour que Nano le sauve juste à temps. Tandis qu'elle continue de se battre contre l'oiseau, Oliver s'éloigne et tente de recoudre sa blessure seulement pour trouver Andrews caché là.
Il lui dit de fuir tant qu'il le peut encore, mais Andrews, à son tour, demande comment ils n'ont pas peur de quelque chose d'aussi grand et maléfique, ce à quoi Oliver dit qu'il se fait totalement dessus maintenant, mais il doit aider Nano, sinon son esprit guerrier intrépide mourra. Avant de partir, il dit à Andrews qu'elle voulait aussi le voir se battre et rejoint à nouveau la bataille en essayant de frire le Garuda, ce qui évidemment ne fonctionne pas. Il dit alors à Nano qu'il fera une ouverture pour qu'elle attaque et utilise un sort de foudre pour dissiper son coussin de vent, ce qui déstabilise le Garuda. Cependant, dès que Nano se prépare à attaquer, l'oiseau se rétablit, laissant Oliver sans autre choix que de s'offrir en sacrifice pour laisser Nano mettre fin à la carrière de cet oiseau. Heureusement, l'humanité d'Andrews s'éveille et il attaque le Garuda avant qu'il n'atteigne Oliver, permettant finalement à Nano de porter son coup final et de soulager l'oiseau de sa lourde tête. Après que la bataille se termine, Oliver et Nano remercient Andrews pour son aide et l'accueillent comme camarade, ce qui l'émeut aux larmes. Les autres les rejoignent aussi, mais dès que Nano affirme qu'elle va bien, une fontaine de sang s'ouvre dans son estomac, que Kate commence rapidement à guérir, tandis que Kyla félicite Andrews pour son développement de personnage tant nécessaire. Le lendemain, Teresa s'excuse de ne pas avoir été là pour protéger Oliver du Garuda et dit qu'elle ne le décevra plus jamais afin qu'il puisse accomplir sa mission. Plus tard, tous observent tandis que Kate parvient finalement à nourrir le troll, y compris Vera qui trouve cela incroyable. Au déjeuner, Oliver dit que, bien que Kate ne soit plus intimidée, ils ne peuvent pas se détendre car une attaque comme celle-là n'aurait pas pu être une coïncidence. Sheila en déduit que c'était une représaille des activistes des droits des animaux qui voulaient enseigner aux humains ce que c'est d'être la cible d'abus. Guy dit que ce ne sera pas un problème après que les professeurs auront trouvé le coupable, mais Oliver dit qu'ils ne s'impliqueront pas car ce n'était qu'une bagarre entre quelques élèves qui a dégénéré. Tandis que Peach maudit sa malchance d'être entré dans cette faculté, Chella dit qu'au moins Nano est populaire maintenant, et le groupe observe tandis que des simps l'encerclent et demandent comment elle a vaincu l'oiseau furieux. Kate trouve injuste que son héros Oliver ne soit pas plus populaire, et Sheila est d'accord, disant qu'elle aurait pu le regarder se battre pendant des heures. Cependant, Pete dit que se battre avec des sorts est monotone et ennuyeux comparé au combat à l'épée flamboyant de Nano, ce qui blesse son estime de soi. Cela se lève pour arranger ça et dit qu'elle récompensera Oliver d'un baiser, ce qui fait rougir et pâlir le vierge, ruinant ses chances. À cet instant, Nano s'approche et leur demande ce qu'ils font avec son petit ami, ce à quoi Kate dit que Kedlar était sur le point de lui donner un baiser de victoire. Cela se retourne contre elle quand Nano l'attrape rapidement par le visage et l'embrasse, rendant Kate jalouse et tous les autres surpris. Elle demande alors à Oliver de l'embrasser en retour et bien qu'il rougisse et refuse d'abord, il finit par céder et l'embrasse presque, juste pour être interrompu par sa cousine. Cette nouvelle vilaine dit qu'elle est heureuse de voir qu'Oliver s'est fait tant de nouveaux amis et l'embrasse sur la joue avant de partir, faisant sortir l'âme de Kate de son corps et tous les garçons se demandaient ce qu'il a qu'ils n'ont pas. Elle l'interroge sur la fille, ce à quoi il répond que c'est Shannon, sa cousine chez qui il loge, tandis que Nana se demande ce qu'il est advenu de son baiser. Plus tard, cette nuit-là, Granville donne un cours de potions magiques, durant lequel Guy mentionne à Kate qu'il ne l'a pas taquiné depuis leur rencontre dans la cage du troll. Alors qu'il commence à mélanger ses potions, Oliver lui dit d'attendre son aide, et cela regarde Nano, laissant Peach qui insiste pour le faire seul. Plus tard, dès qu'Oliver a fini, il sauve Guide de créer un autre échec, puis aide une fille qui s'est blessé les yeux. À ce moment, il remarque Peach commettant une erreur fatale et protège son chaudron de son corps. Quelques instants avant, Anon révèle son existence arrogante. Granville est impressionné par son agilité mentale, mais l'avertit des amis perdants dont il est entouré, ce qui irrite profondément Oliver. Plus tard, tandis que tous l'admirent, pour qu'Oliver devienne enfin une superstar, Andrew s'approche de lui et l'avertit à propos de Granville, disant qu'il choisit des élèves talentueux puis vole leurs recherches. Il le met également en garde contre une invitation qu'il recevra bientôt avant de se tourner vers Cathy et de l'informer que quelqu'un veut lui parler de l'incident du troll. Il s'avère que c'est une autre camarade de classe qui s'excuse d'avoir pensé qu'elle était une snob le premier jour et a mis Katie sous son sort comme rien de plus qu'une blague. Tandis que Gaïa et Petey la traitent de déchet, Oliver demande qui d'autre travaillait avec elle pour rendre le troll fou, ce à quoi elle n'a pas de réponse. Plus tard, quand Kate va nourrir le troll, elle lui demande ce qui s'est passé le jour du défilé, et étonnamment, il lui dit d'arrêter de le visiter car la personne derrière l'incident est dangereuse. Tandis que Kate est trop choquée pour voir un troll parlant et se concentrer sur son avertissement, Vera l'observe à distance et sourit malicieusement.
Pendant ce temps, tandis qu'Oliver enseigne à Nana à utiliser la magie avec son escrime, elle dit qu'elle veut la maîtriser le plus vite possible car la prochaine fois qu'un troll tentera de s'échapper, elle veut aussi aider à le combattre. Choqué d'entendre sa perspective, il en déduit que si Nana pensait que le troll essayait de s'échapper et n'était pas juste hors de contrôle, Kate pourrait être en danger. Cependant, quand ils arrivent à la cage du troll, il leur parle et dit que la même personne qui l'a gardé dans un endroit sombre et profond l'a emmené. Oliver en déduit qu'elle est quelque part dans le labyrinthe. En chemin, il explique à Nano comment des activistes ont expérimenté sur des semi-humains pour les rendre intelligents il y a des années, et en déduit que le troll est aussi un produit de cela, ce qui signifie que Kate a été capturée par le même groupe parce qu'elle a découvert leur secret. À ce moment, les deux finissent par tomber dans un laboratoire caché où ils trouvent Kate attachée à une table et Vera révèle enfin sa véritable identité de vilaine, confessant que c'est elle qui a lâché ce Gerudo sur eux et qui a manipulé le cerveau du troll. Elle révèle aussi qu'elle est sur le point d'ouvrir le cerveau de Kate et de découvrir pourquoi le troll lui a parlé, à elle de toutes les personnes, bien qu'elle ne soit pas sa maîtresse. En entendant cela, Nano se lève et dégaine sa lame avant de charger pour l'attaquer, seulement pour qu'elle révèle son œil magique et la transforme en pierre. Oliver neutralise rapidement le sort, tandis que Vera se vante de la façon dont ses parents, tout aussi psychotiques, ont expérimenté sur elle pour lui donner un regard de basilic, et leur dit à tous deux de se préparer à un affrontement. Dès que le combat commence, Oliver avertit la fille samouraï de ne pas se faire prendre par ses yeux et attaque avec son sort de foudre, seulement pour qu'elle surmonte son attaque avec la sienne. Nano continue et prend presque l'avantage, mais Vera lance un sort au sol pour la faire trébucher, seulement pour qu'Oliver projette sa silhouette arrogante au loin et la sauve. Elle rit et l'appelle le nettoyeur de saleté de la samouraï, ce qui l'irrite et le pousse à l'attaquer à travers un mur de boue. Cependant, elle le neutralise ainsi que les coups suivants de l'homme épée. Après cela, elle lance un sort de foudre élaboré que tous deux bloquent en se cachant derrière leur capsule cryogénique jusqu'à ce qu'Oliver s'échappe et contre-attaque, donnant à Nano l'ouverture pour attaquer depuis son angle mort. Cependant, Vera finit par faire un trou dans le sol et il lance un sort de feu pensant qu'elle est Satan. Cependant, Nano en sort vivante et brandit son épée, faisant que Vera l'attaque avec un sort de vent que la samouraï dévie inconsciemment avec son épée. Tandis que cet exploit laisse Oliver bouche bée, la présomptueuse Vera l'attaque avec un sort de feu auquel le couple résiste en combinant leurs pouvoirs, la faisant se sentir douloureusement célibataire. Dès qu'elle jure de les anéantir, Nano court et se place derrière elle, attendant de l'attaquer depuis son angle mort pendant qu'Oliver la distrait avec un tas de sorts magiques. Cependant, elle révèle soudainement le second œil de basilic dans sa main et l'utilise sur Nano, ralentissant sa vitesse et la capturant dans une dimension spatio-temporelle. La samouraï le reconnaît aussi, mais le traverse, soumettant finalement Vera et revendiquant la victoire. Oliver, d'autre part, réalise que Nano a peut-être utilisé sans le savoir une lame magique contre Vera, ce qui en ferait un nouveau 7e type de lame magique, car elle ne ressemble à aucune des existantes. Plus tard, tandis qu'il soigne Vera pour la maintenir en vie, Nano dit à Oliver qu'au lieu de se contenter d'un simple baiser de victoire, elle veut avoir quelque chose de plus avec lui cette fois, seulement pour qu'Alvin et son assistant Carlos les interrompent. Il les félicite d'avoir vaincu Vera et révèle qu'une personne anonyme les a informés de ce qui se passait avant de les laisser partir. À l'infirmerie plus tard, après que Kate a tout appris, elle demande ce qu'il adviendra du troll maintenant. Ce à quoi Oliver répond qu'il est un spécimen spécial maintenant qu'il peut parler, ce qui le gardera en sécurité. Cela la rend si heureuse qu'elle récompense Oliver et Nano d'un baiser et bavarde sur le fait qu'elle ne se soucie de rien d'autre. Elle dit même qu'elle pardonnera à Vera après lui avoir donné une leçon car il y a déjà trop de crapules dans le monde, alors elle-même n'en deviendra pas une. Cela émeut Oliver aux larmes, probablement parce qu'il n'a jamais été embrassé 3 fois en une journée, mais il remercie Kate de le laisser protéger sa gentillesse. Le lendemain, Granville emmène Oliver au labyrinthe pour récupérer la recherche d'un autre élève et explique que l'élève était talentueux mais est allé trop loin et a été dévoré par les monstres qu'il a invoqués tout en tuant une créature qui s'approche furtivement et inactive le cercle d'invocation. Oliver a demandé s'il était si pressé de tuer le troll il y a quelques jours parce qu'il était impliqué dans les expériences sur son cerveau et voulait supprimer les preuves. Granville dit qu'il ne devrait pas parler sans preuves, mais Oliver riposte en révélant qu'il sait que c'est lui qui a fourni les semi-humains à Vera. Vera expérimente, même s'il ne comprend pas pourquoi. C'est alors que l'idiot retire enfin son masque et dit qu'il prévoit d'expérimenter sur des cerveaux humains et d'enlever leur stupidité, créant ainsi une race 100% intelligente. Il dit aussi à Oliver de le rejoindre car il n'est qu'un numéro de cirque à lui tout seul, ce qui le fait finalement perdre la tête. Il interroge alors le crétin sur l'endroit où il se trouvait il y a 7 ans, la nuit où sa mère est morte, ce qui le fait sourire malicieusement sachant qu'elle a encore des parents vivants. Son audace met Oliver encore plus en rage, et les deux dégainent rapidement leurs épées, seulement pour que Granville tranche le cou d'Oliver. Cependant, il révèle alors sa lame magique, Angostavia la 4e. Et sur 10 000 futurs possibles où il meurt, Oliver choisit celui où il vit, et attaque Granville avant de l'électrocuter avec son sort magique seulement pour retrouver le soi-disant dur à cuire gémissant à ses pieds plus tard.
Il réalise qu'Oliver a hérité de la légendaire lame magique qui aurait dû mourir avec sa mère, tandis qu'Oliver entre en mode psychopathe et dit qu'il est sur le point d'expérimenter les 128 façons dont il a fait souffrir sa mère. Il commence alors à le torturer et lui dit de cracher les mots qui le feront pardonner, mais l'idiot continue de le menacer de son autorité inexistante de professeur. Rien de tout cela n'empêche le Sigma de montrer qui commande ici, et après 57 coups, Granville apprend enfin sa leçon et supplie Oliver de mettre fin à ses souffrances. Sur ce, il, furieux, libère le déchet humain de sa tête et se tourne vers son frère adoptif Gwen qui est derrière lui et l'avertit de ne pas utiliser sa lame magique plus de 2 fois car son corps ne peut pas le supporter pour l'instant. Shannon l'accompagne aussi et Teresa fait enfin son apparition, appelant Oliver son maître. Il demande si c'est elle qui a parlé de Vera à Alvin et elle hoche la tête, lui demandant de continuer à l'utiliser à l'avenir. Ensuite, Oliver se positionne devant une armée de partisans et est couronné comme leur parrain, avant de promettre de venger sa mère, tuant chaque personne qui lui a fait du mal, y compris la plupart de ses professeurs qui l'ont attaqué quand elle était seule, et la directrice Esmeralda qui l'a trahi. 4 mois après le départ de Granville, le corps professoral organise une conférence de table ronde durant laquelle Vanessa apporte son petit dîner et le mange, tandis qu'Esmeralda se demande comment il a pu mourir. La rousse dit que ça n'aurait pu être aucun d'entre eux et qu'il n'était pas assez faible pour mourir dans le labyrinthe, mais Enrico, un autre fou, dit qu'il aurait pu être tué par quelqu'un d'autre. Vanessa dit que ça pourrait avoir été Théodo, le père de Tila, qui a amené Nana à cette école. À ce moment, l'homme apparaît, la tête en bas, et lui dit d'avoir un peu honte. Après cela, elle demande ce qui se passerait si c'était un élève, ce à quoi Esmeralda répond qu'ils en paieront évidemment le prix. Cette nuit-là, Pete se réveille de son étrange rêve pour découvrir qu'il a développé une paire de melons du jour au lendemain, ce qui l'effraie. Cependant, quand Oliver se réveille pour s'assurer qu'il va bien, il lui dit de disparaître. Le lendemain matin, Pete implore toujours l'attention en agissant bizarrement, mais quand il l'obtient, il explose et dit à tout le monde de le laisser tranquille. Dès que la figure maternelle du groupe se demande ce qui ne va pas avec lui, elle remarque sa cousine Stacy et la salue, seulement pour qu'elle l'ignore complètement. Interrogée par Nano, Chella dit que c'est probablement juste un drame familial dont elle n'est pas au courant et révèle que Stacy agit comme une Karen depuis le début de l'université. À ce moment, leur instructeur de vol en ballet apparaît et dit à tous de laisser le ballet les choisir. Avant d'ouvrir le dépôt, Nana s'inquiète de ne peut-être pas pouvoir l'étreindre comme il se doit, car les balais ne sont pas des êtres vivants. Mais Oliver lui dit d'attendre et de regarder. Dès qu'ils entrent dans le dépôt, des balais volent et se regroupent autour de la personne qu'il aime, ce qui fait réaliser à la fille samouraï qu'ils sont des êtres vivants après tout. Oliver, qui a apporté son balai personnel à ce cours, observe tandis que tous les balais s'agglutinent autour de Nano en raison de son mana exceptionnel, seulement pour qu'elle s'approche du plus difficile de tous. Même l'instructrice met en garde contre le fait de toucher le rebelle, mais Nano jure qu'elle peut le réparer, ce qui fait lever le balai. Il vole instantanément dans sa main et se connecte à elle avant de lui offrir un tour, laissant tout le monde choqué par la facilité avec laquelle elle l'a dompté. Oliver, d'autre part, ressent plus que quiconque, car c'est le même balai que sa mère utilisait. Plus tard, pendant le déjeuner, tandis que tous se demandent ce qui est arrivé à Granville, Théodore apparaît à leur table et commence à embarrasser Sella avec son bombardement d'amour parental. Il salue ensuite Nano et révèle qu'il est leur nouveau professeur de potions magiques, en remplacement de Granville, ce qui émeut Pete, son plus grand fan, aux larmes. En classe, après avoir fait ses pitreries, il demande si quelqu'un a lu son dernier livre et Stacy essaie immédiatement de le flatter en disant qu'elle a lu les 12 premiers volumes. Cela impressionne Théodore, mais quand Peach révèle qu'il a lu les 25 volumes 3 fois, Stacy perd toute son aura et le professeur promet de lui apporter un cadeau lors de sa prochaine tournée mondiale. À ce moment, Pete ressent soudainement des vertiges sur scène, mais fait semblant d'aller bien seulement pour qu'Oliver réalise que quelque chose ne va pas avec lui. Plus tard, le fou Enrico les accueille dans son cours d'ingénierie et invoque un tas de boîtes, expliquant que les élèves ont 1 heure pour démonter ces boîtes, après quoi il ne peut garantir la sécurité de leurs membres. Tous les autres supposent que c'est juste sa tête sénile qui parle, mais Chella suggère qu'ils prennent cela au sérieux et se divisent en groupes, seulement pour découvrir plus tard qu'aucun d'entre eux ne sait comment achever ce projet même après qu'Oliver échoue et que le temps est presque écoulé. Il crie à tous de se mettre à l'abri, Petey a un autre de ses évanouissements dès que les boîtes s'ouvrent et révèlent des serpents mortels. Oliver le protège et est mordu au passage, mais Gaïa finit par utiliser l'électrocution pour se débarrasser des serpents, disant qu'il est habitué à les combattre grâce à son expérience dans l'agriculture. Après avoir vu cela, le fou leur donne à tous une note de passage en sucette. Pendant ce temps, Oliver révèle à Pete qu'il connaît son secret et veut parler en privé. Ils se rencontrent plus tard dans une serre où le nerd montre ses nouveaux melons à Oliver et confirme qu'il s'est transformé en fille. Seulement pour découvrir qu'il est un inverse, quelqu'un qui peut alterner entre les genres. Oliver le félicite en disant que c'est un trait rare, mais puissant. Les deux sont interrompus par Carlos, qui dit qu'il a toujours eu des doutes sur le genre de Peach et l'invite à une réunion secrète.
Tandis que les deux arrivent au bar arc-en-ciel cette nuit-là, Alvin les rencontre en chemin et s'excuse de ne pas avoir pu rendre cette université aussi sûre qu'il le voulait. Dès qu'Oliver pense à quel point il est une personne gentille, ils arrivent au bar et Alvin explique à Pete que c'est ici que tous ceux qui ont une capacité basée sur le genre se réunissent. Ils sont chaleureusement accueillis par les vétérans et Oliver est choqué de voir Gwen se produire sur scène avec Carlos qui donne un spectacle digne d'un opéra. Tandis que tous deux regardent, Oliver demande à Pete s'il aimerait une chambre séparée maintenant, ce à quoi il secoue la tête en disant qu'il veut toujours partager la chambre avec lui et faire partie de son harem. Le lendemain, pendant le cours d'escrime, Pete subit une défaite humiliante aux mains de Rossi, un autre camarade de classe avec un complexe de dieu qui vit en se cachant derrière son papa, Oliver. Après le cours, il demande finalement à ses amis de l'aider à perfectionner ses compétences après avoir agi comme un maître je-sais-tout depuis le début de l'année, seulement pour faire discuter Sela et Oliver sur lequel des 3 styles de combat traditionnels est le meilleur pour lui. Il décide finalement qu'Oliver lui enseignera l'attaque tandis que Sela l'aidera à perfectionner ses défenses, juste avant que leur première leçon ne commence. Étant son professeur non rémunéré, Oliver explique comment on peut gagner en étant supérieur à l'adversaire en termes de compétences, ce qui n'est pas possible pour un perdant invétéré comme lui, ou en choisissant le meilleur mouvement en fonction de la distance entre lui et son adversaire. Pour donner un exemple pratique, il a demandé à Peach de se tenir à une distance aléatoire de lui et de choisir son prochain mouvement. Cependant, avant que le Ned ne dégaine son épée, Oliver pointe la sienne sur son cou, expliquant que le bon mouvement doit plier la magie ici, pas son épée, tandis que Rossi les espionne de l'extérieur. Pendant le déjeuner ce jour-là, il envahit leur table et dit qu'il est temps de découvrir qui est la personne la plus forte de la classe et suggère un tournoi en 1 contre 1 pour trouver le vainqueur. Stacy et son petit ami se joignent rapidement, suivis par Nana et Sela et même Oliver, malgré sa répulsion initiale à l'idée. Rossi leur montre ensuite quelques jetons d'or et dit que le perdant du duo remettra son jeton au vainqueur, afin que celui qui aura le plus de jetons dans 4 semaines devienne le vainqueur. À ce moment, un personnage de bas étage s'approche de Nano et après s'être exhibé, la défie en duel. La fille samouraï accepte le défi, et avant que le combat ne commence, la défieuse sourit rien qu'à l'idée de la facilité avec laquelle elle vaincra quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie. Oliver le prévoit, mais dit à Tela qu'une combattante aussi bonne que Nano n'a pas besoin de magie pour vaincre n'importe qui, ce qui se révèle vrai lorsque la vilaine dévie facilement son sort et la désarme en un seul mouvement. Plus tard cette nuit-là, tandis qu'Oliver traverse le labyrinthe pour rencontrer Gwen, il trouve Ophélia qu'il a invitée à s'asseoir et à discuter avec elle. Après qu'il obéisse silencieusement comme un bon garçon, Ophélia révèle qu'elle est consciente de la façon dont il excelle en classe, ce qui lui rappelle Alvin quand il était un étudiant de première année. Elle le met en garde davantage contre le fait de trop s'impliquer avec Carlos et lui conseille de rester discret pendant les prochains mois avant de partir. Plus tard, quand il rencontre Gwen, Oliver découvre que Shannon et Ophélia étaient les meilleurs amis, jusqu'à ce que cette dernière se tourne vers le côté obscur et deviennent difficiles à gérer. Gwen interroge alors Oliver sur Nano, à quoi il répond qu'il n'est pas sûr qu'elle ait utilisé une lame magique 7, mais étant un utilisateur, il sent que oui. Il mentionne également comment le balai de sa mère l'a accepté avant d'admettre qu'il ne peut s'empêcher de se sentir attiré par elle, ce à quoi Gwen lui conseille de ne pas fuir ce sentiment, car être attiré par elle pourrait signifier qu'ils sont des âmes sœurs. En sortant après cette petite séance de thérapie, Rossi suit Oliver et le défie en duel après avoir admis qu'il le déteste parce qu'il a plus de filles que lui. Le Sigma accepte et dégaine son épée seulement pour que Rossi commence à jouer sale et utilise plus que sa seule épée pour combattre Oliver, y compris son armure et ses coups de poing, tout ce qui serait illégal dans un duel formel. Le fou affirme que son style unique est meilleur et plus facile que le style traditionnel que les snobs comme Oliver jurent. Cependant, il bloque facilement toutes ses attaques et après être finalement devenu sérieux, l'avertit de ne pas trop parler. Tandis que son alter ego de parrain prend le contrôle, il dit à Rossi qu'il tombera en moins de 8 mouvements, ce qui l'irrite et le pousse à l'attaquer à nouveau avec ses mouvements flamboyants, tous neutralisés par Oliver. Il l'attrape alors par le bras et dit que ses tentatives d'expérimentation ne se comparent pas au style de combat qui existe depuis des années. Mais Rossi se libère et l'attaque à nouveau. Cette fois, cependant, Oliver le bloque avec sa main et le désarme d'un autre coup, mettant fin au combat dans les mouvements promis. Rossi, après avoir boudé un moment, lui tend l'affiche et lui dit de déguerpir, mais Oliver lui donne une leçon sur l'importance d'apprendre un style traditionnel tant qu'il en a l'occasion. Sur le chemin du retour, Teresa arrête Oliver, complimente son duel, puis se jette sur lui, le suppliant de l'utiliser à sa guise. Remarquant son rougissement, il comprend qu'elle propose de coucher ensemble, mais il refuse, insistant pour qu'ils gardent leur relation de maître à subordonné. Il retourne dans sa chambre et trouve Petey haletant de douleur. Vite, il l'aide en lui versant du mana, expliquant que des irrégularités dans les niveaux de mana peuvent provoquer de tels symptômes.
Tandis que le genre fluide se recroqueville, honteux d'être nu, Oliver révèle avoir déjà aidé beaucoup de monde avec ça. Il n'a qu'à le chercher, mais en lui caressant la tête, Pete rougit et lui dit de ne pas le toucher si familièrement, presque comme une fille amoureuse. Le lendemain, il annonce à tous sa nouvelle identité de genre. Les filles sont étonnamment ravies, le félicitant même. Kate se demande s'il aimerait s'habiller en femme à présent. Au début, il ne comprend pas l'agitation, mais Sheila lui touche le ventre et explique que celui qu'il a maintenant peut stocker une quantité exceptionnelle de mana qui peut être libérée et utilisée. Dès qu'elle le libère, Pete ressent une vague d'énergie que Sheila recèle, sachant qu'il ne peut la maîtriser. Plus tard, en cours d'escrime, Stacy est jumelée avec Pete et jure de lui faire payer de l'avoir fait se sentir une fan inférieure au cours de Théodore. Il l'affronte comme un héros et avance, mais est vaincu, se demandant à quel point sa journée empirera. Il se relève, sachant que sa force physique de 3e ordre ne sert à rien et mise sur la magie de la foudre. Mais il rate tous ses coups jusqu'à ce que Stacy l'électrocute, lui donnant un avant-goût de sa propre médecine. Alors que Kate s'inquiète de sa défaite, Oliver dit que la blonde idiote sous-estime Pete. Tous regardent alors qu'il se relève, esquive son éclair et la tue presque, s'arrêtant seulement quand le temps est écoulé. Le match terminé, il rejoint ses amis. La perdante aigrie attaque Sheila pour lui avoir appris l'épée, l'accusant de vouloir la rabaisser. Plus tard, alors que Kate est sortie avec le troll, elle reçoit un message de Vera et raconte, excitée, comment celle-ci lui a légué son atelier de recherche en guise d'excuse pour tout. Bien que Sheila et Oliver soutiennent que le risque de se perdre dans le labyrinthe l'emporte sur les avantages pour l'instant, Kate insiste qu'elle doit commencer ses recherches au plus vite si elle veut défendre les droits des animaux. Elle ajoute qu'environ 1000 demi-humains sont tués chaque année à l'université sans raison. Elle veut changer ça, mais ne peut le faire sans leur aide. Ce chantage émotionnel fonctionne. Tous acceptent son plan, y compris Papa Oliver qui promet de les soutenir tant qu'ils restent en sécurité. Nana dit que si ce laboratoire est important pour elle, elle le gardera de toutes ses forces, simplement parce qu'elle ne veut pas que la lumière dans ses yeux s'éteigne. Une Kate en larmes l'embrasse. Sheila dit qu'elle la soutiendra en amie et Gaia et Pete se joignent aussi. Cette nuit-là, le groupe se dirige vers le labyrinthe pour une soirée pyjama au labo de Vera. Nano apporte son balai, voulant qu'il se lie vite, mais il abandonne en voyant l'obscurité du labyrinthe. Kate l'assure que rien de mal n'arrivera tant qu'ils auront le pouvoir de l'amitié. Cependant, Oliver dit qu'aucune quantité d'amour ne le sauvera si le monstre décide d'attaquer. Alors qu'il s'enfonce, une bande d'animaux les attaque, effrayant Guy. Quand il se demande si Kate a choisi cette route exprès, elle sourit juste bêtement, lui donnant envie de la gifler. Mais avant qu'il ne le fasse, il trouve un tas de pièges. Kate révèle que ce ne sont que des animaux qu'on peut endormir, alors elle brûle de l'encens et espère que ça marche. Cependant, avant que ça ne fasse pleinement effet, une rafale de fumée les force à traverser le piège. La plupart ont traversé en sécurité, mais au prix des muffins de Guy qui sont empalés. Continuant, ils trouvent un groupe d'étudiants faisant un barbecue mené par Kevin, un vétéran célèbre pour avoir survécu 6 mois dans le labyrinthe. Au début, c'est tentant, mais dès qu'il découvre qu'il ne cuisine pas de bœuf, mais des lézards et des serpents, il refuse l'invitation, mentant qu'ils sont végétariens. Plus tard, Sheila dit n'avoir jamais mangé de barbecue, malgré être une riche héritière, ce qui pousse tout le monde à aller chez un vendeur local acheter plein d'ingrédients pour leur dîner sans reptiles. Ils arrivent enfin au laboratoire que Kate déverrouille, découvrant une pièce spacieuse, parfaite pour les soirées pyjama et les fêtes, dont tous tombent instantanément amoureux. Guy pense que se faire empaler ses muffins en valait la peine et Oliver dit qu'il utilisera ce labo comme base pour explorer le labyrinthe seul. Plus tard cette nuit-là, après un copieux repas ensemble, Tella dit n'avoir jamais ressenti autant de chaleur et de confort. Elle suggère de choisir un nom pour leur groupe, expliquant vouloir chérir le temps qu'ils partagent et les souvenirs qu'ils créent. Tous sont d'accord. Après que Kate et Pete ne trouvent pas de nom, Nano se lève et demande à tous de dégainer leurs épées et de la rejoindre pour former un motif floral. Elle explique que c'est ce que font les guerriers, non pour rester ensemble éternellement, mais parce que cela symbolise que quoi qu'il leur arrive, leur lien est éternel. Oliver aime le concept, ils acceptent de nommer le groupe Rose de l'épée. Sheila a les yeux humides et Oliver grave l'image du bonheur d'aujourd'hui dans sa mémoire, sachant que ça ne peut pas durer éternellement. Le lendemain matin, Oliver commence sa première leçon de magie avec Nano dans leur cachette. Bien qu'elle insiste sur le combat à l'épée, il explique qu'elle doit d'abord maîtriser la combinaison des sorts avec son épée. Une fois cela fait, Oliver pense qu'ils deviendront égaux et qu'il n'aura plus à se retenir contre elle.
À ce moment, Guy crie. Il découvre que le troll du premier jour est soudainement apparu dans leur cachette grâce à Vera, redevenue la meilleure amie de Kate. Bien qu'elle insiste avoir agi par pure bonne volonté, les problèmes de confiance d'Oliver s'interposent. Cependant, leurs soupçons sont interrompus quand Pete sort en courant de la pièce après avoir vu la main coupée de Vera marcher seule. Plus tard, Tella pose enfin la question à $1 million, se demandant ce qui a soudainement agité le cœur maléfique de Vera. Celle-ci répond qu'elle veut juste voir jusqu'où Kate ira si on la laisse faire des recherches. Personne ne la croit sauf Kate, déconnectée, juste heureuse de pouvoir rester avec celui qu'elle a nommé Marco. Oliver demande à Marco ce qu'il pense de tous et l'approuve instantanément quand il dit qu'ils sont les amis de Kate, ce qui en fait aussi les siens. Après avoir reçu les bénédictions de Papa Oliver, le groupe se dirige vers un lac magique près de la cachette que Vera révèle être la route la plus courte vers son laboratoire. Elle avertit tout le monde de rester sur ses gardes s'il compte explorer le labyrinthe davantage, puis part avec sa main coupée par le raccourci. Plus tard, alors que le groupe commence son exploration, cela les arrête à un certain point et suggère de faire demi-tour, expliquant qu'à partir de là, ils entreront dans la deuxième couche du labyrinthe, la forêt agitée, bien plus dangereuse que la première. À ce moment, Stacy et son petit ami apparaissent et défient ceux-là en duel 2 contre 2 dans le tournoi en cours. Lucky Nan est extrêmement excitée, mais Oliver l'arrête. Il demande à ceux-là si elle connaît bien leur style de combat. Bien qu'elle dise qu'ils sont un duo dangereux, sa nature compétitive pense qu'ils devraient se tester et voir où ils en sont après 6 mois d'entraînement, ce qu'Oliver approuve. À ce moment, une troisième personne entre en scène et demande de transformer ça en un match 3 contre 3, suggérant qu'Oliver, qu'il croit inutile, les rejoigne avec Nana. Cela reconnaît ce clown comme Albright, un autre camarade à l'ego démesuré, et s'irrite que son petit ami soit insulté. Cependant, le soi-disant personne accepte le défi, ce qui arrange aussi Stacy car elle peut maintenant vaincre cela sans se soucier de Nana. Albright les emmène dans la forêt de la deuxième couche du labyrinthe et dit à Stacy qu'il se ficherait de leur mort car il veut juste affronter le samouraï. Dès que le combat commence, Oliver échange sa place avec Nano et frappe l'épée d'Albright, criant qu'il déteste supporter les insolences de personnages secondaires inutiles comme lui. Nano, elle, est heureuse de combattre aux côtés de Chella qui exhibe son escrime maniant l'épée et affrontant Stacy d'égal à égal, ce que le samouraï trouve magnifique. Dès que son propre combat contre Faye commence, il utilise un sort de magie de feu pour créer un écran de fumée et court dans la forêt, Nano le suivant. De retour à la bataille principale, Oliver attaque le roux avec un sort de feu qu'il contre avec de l'eau et utilise un sort de clone d'ombre pour porter un coup qu'il contre en défigurant le sol. Oliver esquive et saute en l'air pour l'abattre, mais Albright contre-attaque avec un éclair, le traitant de déchet discret qui n'utilise que des ruses de Manuel pour le désorienter. Le Sigma lui dit de se taire tant qu'il n'a pas vraiment gagné et l'attaque avec un autre art de l'épée sophistiqué que même l'immense force d'Albright II ne peut supporter, lui laissant une cicatrice au visage. Oliver se moque alors de lui pour rire des mêmes techniques qui viennent de rendre son visage plus hideux, menant à un autre échange furieux de coups. Pendant ce temps, dès que Nana accule Faye, Stacy court vers lui, cela la suivant, et lui demande de lui assurer la victoire, quoi qu'il arrive. Cela lui rappelle quand elle l'a recueilli des années auparavant, bien qu'on lui ait dit qu'il était inutile. Il lui demande juste de dire le mot et il mettra ses ennemis en pièces. Sur ce, elle lance un sort qui transforme Faye en loup-garou et le chevauche tandis qu'ils évitent facilement les éclairs de Stacy et même l'épée de Nano. La folle se moque alors de Tsela, la trouvant plus faible qu'elle et l'avertit que c'est ici qu'elle mettra fin à sa carrière, car elle est fatiguée d'être traitée comme sa remplaçante par Théodore, qu'elle appelle son père. Sachant qu'ils sont perdus, Tessella utilise le chantage émotionnel comme arme et dit à Stace qu'elle doit faire revenir Faye à sa forme originale immédiatement car la transformation est exceptionnellement douloureuse pour les loups-garous démoniaques comme lui. Cela lui rappelle comment son vrai père l'éloignait de ses autres frères et sœurs. Elle traite cela de gamine arrogante qui ne comprendra jamais ce que c'est de n'être jamais aimée par personne. Elle lance alors un sort de feu que Nino coupe facilement avant de se tourner vers ceux-là pour expliquer qu'ils n'ont pas besoin de sa gentillesse maintenant, mais d'un combat à l'épée honorable qui répondrait à leur désespoir et honorerait leur sacrifice. Au même moment, Albright II continue de traiter Oliver de perdant inutile, mais le Sigma affirme calmement que rien de ce qu'il dit ne le blesse, car même lui sent que ce complexe de dieu d'Arak est faux. Cela l'irrite, il attaque Oliver avec un autre sort d'eau, mais celui-ci le bloque facilement avec un bouclier de mana et le repousse jusqu'à ce qu'il tombe tous deux dans un ruisseau proche. Albrecht pousse Oliver sur le côté, mais celui-ci le frappe à l'estomac et le repousse avec un sort de vent, le désarmant et remportant le duel.
Pendant ce temps, alors que Stacy et Faye attaquent cela, elle lance un sort de foudre qui les grille, bien que la blonde idiote croit que la foudre ne pourrait pas blesser Faye sous sa forme de loup-garou. Tandis que le loup est neutralisé par Nano, cela dit à Stacy de venir avec son épée maintenant, mais elle est désarmée par d'innombrables mouvements. Être si complètement vaincue après avoir agi en toute puissante la fait pleurer et se demander pourquoi elle ne peut jamais battre cela. Faye explique que c'est simplement parce que c'est une gamine faible et pleurnicharde. Il s'excuse alors auprès de la méchante pour un spectacle si ennuyeux. Elle demande pourquoi il la déteste tant. Faye explique la triste histoire de Stacy et comment elle a grandi toute sa vie dans l'ombre de Sheila, ce qui était prévisible car elle est de la famille secondaire de leur maison et devait remplacer Sheila si elle mourait. Malheureusement, dans le cas de Stacy, les choses de Yuginao se sont compliquées après que son père, Théodore, ait partagé son sang avec elle via un rituel magique pour maintenir leur tradition familiale. Cela s'est retourné contre lui car le sang de Théodore l'a rendue plus forte que tous ses frères et sœurs biologiques, ce que son père, peu sûr de lui, n'a pas apprécié car cela lui rappelait à quel point il était faible et pitoyable comparé à Théodore. Tout cela a conduit Stacy à être déshéritée par sa propre famille. Nana ne comprend pas son drame familial piquant, alors Sheila explique que, bien que le sang de leur père les rende demi-sœurs, elles n'ont pas le droit de s'appeler ainsi. D'autre part, Faye continue de dire que, puisque son propre père l'a rejetée, Stacy s'est donné pour mission de surpasser cela et d'être acceptée par Théodore comme sa propre fille, ce qu'il savait être un pari risqué dès le début. Voir la gamine verser des larmes de crocodile après ce comportement d'orpheline irrite Nano. Elle lui dit que même si elle surpassait Sheila, elle ne pourrait jamais devenir elle, ni à leurs yeux, ni à ceux de son père, car les gens sont bien plus que leur seule compétence et leur force. Elle tient alors la main de Stacy et dit qu'elle est aussi une personne unique qu'elle veut mieux connaître, la faisant sourire. Une fois sa séance de thérapie terminée, Albright commence sa propre histoire d'origine de méchant qui a débuté quand une servante de son passé l'a vaincu aux échecs après des mois d'études et d'amélioration personnelle. Quand il a dit à son père à quel point il s'était amusé à perdre contre elle, celui-ci l'a torturé jusqu'à ce qu'il se soumette et apprenne que ceux nés dans sa famille ne perdent jamais. Il dit alors que, entre le père de Stacy et le sien, ce dernier gagne définitivement le titre de père de l'année et grâce à ses leçons, il ne perdra pas non plus cette bataille. Sur ce, il lance un sort de foudre qui disperse tous les nuages, exposant un nid d'abeilles piqueuses, d'où les abeilles sortent instantanément et l'encerclent. Tous essaient de les repousser avec des sorts magiques et leurs épées jusqu'à ce que Pete dise à tout le monde d'entrer dans une barricade de plantes que Guy crée avec les graines qu'il a apportées. Tandis que Kate utilise de l'encens pour éloigner les abeilles un instant, Sheila demande à Oliver quoi faire. Le lâche suggère de reculer et de laisser Albright croire qu'il a gagné. Tous s'y opposent, y compris Pete qui lui dit d'arrêter d'agir comme leur mère, ce qui ne leur laisse d'autre choix que de suivre un autre des plans imprudents d'Oliver. Plus tard, tandis que Kate attire les abeilles vers leur barricade avec de l'encens, Tela révèle son identité cachée et se transforme en elfe, révélant que cette forme vient de sa mère et la rend exceptionnellement forte. Dès que les abeilles percent la barrière, Marco protège Kate et tous les autres soutiennent la fille elfe tandis qu'elle lance un puissant sort de foudre pour transformer les abeilles en barbecue. Pendant ce temps, prenant Albrecht par surprise, Nano l'attaque sur son balai. Après avoir coupé un tas d'abeilles, elle l'attaque pour qu'il revienne à la réalité. Elle lui dit alors de brandir son épée et de se battre de front. Il rit, la traitant d'arrogante et de faible mais désarmée en un seul mouvement. Oliver l'aide alors à se relever, en bon garçon qu'il est, et promet de le combattre à nouveau à l'avenir après qu'il ait fait une thérapie pour ses problèmes paternels. Au même moment, Stacy demande à Tila pourquoi elle n'a pas utilisé son atout pendant leur bataille. Elle répond qu'elle n'en avait pas besoin contre une paire de clowns. De plus, elle voulait enfin affronter sa sœur, même si elle n'a jamais pu l'appeler ainsi. À ce moment, une bande de monstres étranges apparaît et traîne Albright et Faye avec leurs tentacules. Tandis que les autres tentent de fuir, Peach trébuche et tombe pour être emporté sous le regard horrifié d'Oliver de loin. Plus tard, il court vers Alvin et l'informe, apprenant que 17 autres ont été enlevés par nul autre qu'Ophélia, consumés par un sort. Cela rappelle à Oliver son avertissement, et tandis qu'il réalise que Pete est perdu, le nerd dort dans le donjon d'Ophélia. Quelques jours plus tard, alors qu'Alvin et Carlos entrent dans le labyrinthe avec leurs subordonnés pour trouver Ophélia, Gaïa se dispute avec les autres pendant le déjeuner, disant qu'ils doivent de faire quelque chose pour sauver Pete avant qu'il ne meure. Mais Sheila lui dit de se calmer et explique qu'ils ne peuvent rien faire. De plus, Nana pense qu'il est peut-être déjà mort, mais Oliver soutient que puisque les monstres ont pris soin de les emmener vivants, le rituel d'Ophélia doit exiger qu'ils le restent aussi. Plus tard cette nuit-là, ils rencontrent Gwen et Shannon et leur demandent s'ils peuvent sauver Pete. Gwen répond que bien qu'ils suivent eux-mêmes l'équipe d'Alvin, ils ne peuvent pas encore mobiliser leurs partisans car le repère d'Ophélia se trouve dans la 3e couche du labyrinthe, bien trop dangereuse.
Quelque temps après, T'Challa révèle à Oliver qu'elle a discuté avec son père qui a accepté d'aider mais l'a averti que perdre quelqu'un dans le labyrinthe signifie une mort instantanée. Admettant qu'elle se reproche de ne pas être allée chercher Pete immédiatement, T'Challa dit qu'elle partira pour le labyrinthe ce soir, mais Oliver soutient que s'ils y vont, ils devraient au moins le faire ensemble. À ce moment, Vera apparaît et commande qu'ils marchent simplement vers la mort, qu'ils y aillent seuls ou ensemble et les emmènent à la serre. Là, Kate explique avoir demandé l'aide de Vera car elle connaît Ophelia, faisant expliquer à l'ex-épiscopate que la succube est bien plus impitoyable qu'elle et qu'actuellement, aucun d'eux n'a de chance contre elle. De plus, comme elle est aussi sans cœur, il n'y a que 20% de chances que Pete soit en vie, ce qui la pousse à proposer qu'en échange de leur entraînement pour la 3e couche du labyrinthe, Kate devienne sa partenaire de recherche. L'aspirante sainte accepte instantanément malgré la réticence d'Oliver et est toute excitée de faire partie de cette mission de sauvetage, seulement pour découvrir qu'elle n'est pas encore assez forte pour entrer. Les filles rencontrent plus tard Nano qui réconforte Kate en larmes et promet de ramener Pete mort ou vif. D'autre part, Guy se confie à Oliver sur combien il déteste ne pas pouvoir les accompagner avant de lui remettre des graines de plantes et du pain frais pour Pete, inquiet de la faim qu'il doit ressentir. Cette nuit-là, avant que le groupe n'entre dans le labyrinthe, Vera laisse sa main coupée à Kate et lui dit de l'utiliser pour accéder à toutes ses recherches au cas où elle ne reviendrait pas vivante. Alors qu'ils traversent la première couche, Vera explique que la famille d'Ophelia est spécialisée dans la magie des succubes, ce qui permet à ses membres d'utiliser leur utérus pour combiner différentes espèces et créer une forme de vie parfaite. Cependant, comme cela demande une énorme quantité de mana, Ophelia a kidnappé ses camarades de classe pour leur siphonner leur mana et l'utiliser dans son sort. Elle affirme même qu'étant une succube, elle n'a besoin que de la vitalité des mâles, ce qui représente une autre menace pour Pete, qui pourrait finir mort dès qu'elle découvrira qu'il est un revers. En arrivant à son ancien laboratoire, Vera donne à Oliver une potion pour résister au charme d'Ophelia et lui dit de se méfier d'elle car il est le seul homme dans leur soi-disant sauvetage. Pendant ce temps, alors qu'Alvin et Carlos atteignent la 2e couche, Kevin les rencontre et leur remet une carte pour la 3e couche, juste avant que Carlos ne le serre dans ses bras et le fasse rougir. Il s'excuse de n'avoir pas encore trouvé le repère d'Ophelia malgré avoir exploré la majeure partie, mais Alvin le remercie quand même. Au même moment, Vera enseigne à ses nouveaux élèves comment abattre l'un des chambras d'Ophelia et commence par distraire le pauvre avec plusieurs pierres pour provoquer ses tentacules. Elle révèle que, comme cette race est aveugle, de petites distractions peuvent facilement la tromper, tandis qu'elle esquive aisément tout ce qu'il lui lance. Elle électrocute ensuite ses tentacules pour découvrir qu'ils sont résistants au choc, ce qui la pousse à viser la tête et à l'abattre en un seul mouvement, expliquant que si ses tentacules sont résistants au courant, cela signifie seulement qu'il protège sa tête fragile qui est son point faible. La façon dont elle cultive l'aura impressionne même Oliver et il promet qu'ils ne la décevront pas, tandis que Nano rassure tout le monde, disant qu'ils peuvent le faire puisqu'ils ont déjà vaincu un Garuda ensemble. Pendant ce temps, Carlos se remémore sa première rencontre avec Ophelia quand ils étaient jeunes et comment elle ne voulait pas être son amie car elle croyait que tout homme qui l'approchait le ferait parce qu'il voulait la mettre au lit. Cependant, après que Carlos ait prouvé qu'il ne serait pas affecté par son parfum, elle a accepté son amitié. Au présent, il dit à Alvin que, bien qu'il l'ait rencontrée pour la première fois à cause d'une alliance entre leurs familles, même aujourd'hui, tout ce qu'il veut, c'est s'assurer qu'elle vive sa vie comme les gens normaux. Au même moment, après avoir traversé une belle forêt, l'équipe de sauvetage de Pity fait une pause pour nourrir l'estomac gargouillant de Nano. Pendant que tous les autres savourent l'appât de pain du gars, Oliver s'excuse pour aller chercher de l'eau, seulement pour trouver Darissa à proximité et lui demander où se trouvent ses frères. Elle dit qu'ils sont près de la 3e couche maintenant et voulait qu'elle le ramène à l'université dès qu'il entrerait dans le labyrinthe. Cependant, elle ne le fera pas car son seul et véritable maître est Oliver, maintenant que le couronnement a été fait. Loki s'est levé. Il lui demande de retirer tous les obstacles sur leur chemin chaque fois qu'elle le peut et Teresa hoche instantanément la tête, s'inclinant profondément. Cela aide lorsque le groupe s'enfonce plus profondément dans la forêt et ne rencontre ni monstre ni caméra sur son chemin jusqu'à ce que Vera les mène au territoire d'un gorille où ils doivent passer par une tanière pour entrer dans les parties les plus profondes du 2e repère. Cependant, le gorille fait un scandale et tente de les maintenir hors de son repère, ce que Vera trouve étrange jusqu'à ce qu'elle découvre que sa main est blessée d'un combat avec l'un des animaux de compagnie d'Ophelia. Elle essaie d'être gentille, mais quand il agit toujours comme un gamin, Vera l'étourdit en utilisant son Sharingan bon marché et sort l'épée des Tutupa, s'apprêtant à l'enfoncer pour mettre fin à sa souffrance, seulement pour être arrêté par Nano. Cette aspirante samouraï s'agenouille devant la bête et l'informe qu'ils sont en route pour sauver un ami et ont besoin de son aide avant de promettre qu'ils n'ont pas l'intention de lui faire du mal. Étonnamment, son toucher jutsu fonctionne et la bête les laisse passer, transformant Niano en une sensation instantanée une fois de plus. Elle révèle que c'est Kate qui lui a appris que les bêtes et les demi-humains peuvent sentir le mana des gens et en déduire s'ils ont l'intention de faire du mal ou non. Et Oliver dit que cela a du sens, qu'il n'ait pas voulu non plus se battre puisqu'il était blessé.
Cependant, cette trêve ne dure pas longtemps car une menthe religieuse anabolisée tend bientôt une embuscade au gorille et le décapite. Avant de se tourner vers le reste du groupe, Oliver agit le premier et utilise les plantes de Guy pour lui lier les jambes avant d'utiliser des sorts de feu consécutifs pour créer un écran de fumée permettant aux deux filles de l'attaquer. Cependant, la chimère libère ses épines venimeuses sur eux, forçant Nano à s'abriter pendant que les deux autres le distraient avec une autre bombe fumigène. La samouraï utilise cette chance pour couper l'une de ses jambes, seulement pour qu'elle se régénère instantanément, leur faisant réaliser qu'ils sont sur le point d'être anéantis. Sur la suggestion d'Oliver, Sheila utilise la magie de glace et de feu sur la menthe religieuse une par une pour briser son exosquelette, ce qui lui permet, à elle et à Nano, de l'attaquer par les côtés pendant que son petit ami vise la tête seulement pour que la chimère l'attaque avec ses épines secrètes de la tête. Vera, qui les observait de loin, panique en voyant cela et court aider Oliver, seulement pour découvrir qu'il s'est protégé avec l'exosquelette de la chimère. Cela lui permet de geler la menthe religieuse avant de finalement empaler sa tête, un exploit qui impressionne autant ses deux petites amies que Vera elle-même, qui le qualifie d'incroyable. Cette nuit-là, alors qu'elle prend le thé avec Oliver, pendant que les filles dorment paisiblement, elle demande pourquoi ils risquent leur vie pour sauver quelqu'un d'aussi insignifiant que Pete, bien qu'ils ne le connaissent même pas depuis si longtemps. Oliver répond que lors de l'attaque des trolls le premier jour, Pete était parmi ceux qui ont tenté de sauver Kate. Bien qu'il ait agi avec indifférence auparavant et qu'il soit un émoldu, il explique comment cet incident les a façonnés en le groupe qu'ils sont aujourd'hui, et puisque Pete n'a pas hésité à sauver l'un d'eux, ils n'hésiteront pas non plus à le sauver. Vera qualifie leur amitié de mignonne, mais dit à Oliver qu'elle est plus intéressée par lui, le faisant se demander si cela signifie qu'ils vont coucher ensemble ici et maintenant, seulement pour qu'elle élabore davantage et détruise ses espoirs. Elle dit qu'elle peut accepter la force de Nano en raison de son passé de guerrière et les compétences de Teshela grâce à sa lignée, mais quand il s'agit de lui, il est douloureusement ordinaire, ce qui la pousse à se demander ce qui lui est arrivé et qui l'a façonné en ce qu'il est aujourd'hui. Oliver manque de l'anéantir pour garder son identité de parrain caché jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle n'essaie pas de découvrir son histoire d'origine, mais qu'elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui. Au même moment, Pete se réveille dans le donjon d'Ophélia et découvre qu'Albreth est également réveillé. Cependant, ce dernier se demande comment Ned parvient à respirer normalement malgré être entouré du parfum de la succube. En apprenant qu'il s'est transformé en femme pendant son sommeil, Albrecht se fait un trou et en tire 3 boules, expliquant comment elles peuvent être utilisées pour attaquer et envoyer des signaux. Il dit à Pete de s'échapper du donjon dès qu'il sortira de son repère et de chercher de l'aide avant de l'avertir de ne pas se faire prendre ou mourir. Le lendemain matin, alors que le groupe entre dans la 3e couche, Oliver dit à Nano de garder ses distances avec lui et d'éviter d'être collante comme elle l'est toujours, la faisant se demander s'il la déteste maintenant. Cela explique qu'il dit probablement cela parce que le parfum d'Ophélia devient plus fort à mesure qu'il se rapproche de son repère, ce qui fait s'exciter son petit ami. Vera suggère qu'ils prennent l'antidote qu'elle lui a donné précédemment et font devant la mignonnerie de lui et Nana, seulement pour que cela l'avertisse de ne pas essayer de les séparer étant donné ses ruses maléfiques. Plus tard, en arrivant à la mer et en utilisant les plans de Guy pour fabriquer un bateau, Vera leur dit de concentrer leur mana sur leurs pieds et d'essayer de marcher sur l'eau. Nana essaie la première, mais échoue lamentablement et finit complètement trempée, après quoi Oliver marche sur l'eau et se souvient comment sa mère avait l'habitude de glisser facilement dessus comme si elle était la maîtresse de la mer. Le pouvoir des flashbacks l'aide à maîtriser rapidement, après quoi il prend la main de Nana et l'aide à marcher avec lui aussi. Vera remarque la jalousie de Kella et mentionne qu'elle peut sentir comment les deux veulent se soutenir, ce qui la fait sauter et demander si elle peut aussi tenir la chandelle. Au même moment, Stacy s'infiltre dans la 3e couche avec une cousine plus âgée dans l'espoir de secourir Faye, et les deux utilisent leur balai pour traverser la mer. Pendant ce temps, dès que le groupe arrive au milieu de la mer, Vera trouve étrange à quel point les eaux sont calmes, seulement pour qu'elle jette un sort et fasse apparaître un reptile osseux de nulle part. Oliver le reconnaît instantanément comme l'une des créations de Syros et en peu de temps, le mentor fait également son apparition, disant que s'ils veulent tant devenir des cadavres par les mains d'Ophélia, il peut être celui qui réalise leurs souhaits. Cella tente d'argumenter avec lui en utilisant la triste histoire de Pete et comment il a été kidnappé, mais Syros dit qu'il s'en fiche, faisant que cela prenne le relais de la négociation. Elle dit que s'il est là pour prendre le contrôle de la recherche d'Ophélia après qu'elle soit anéantie, elle l'aidera avec cela, mais le psychopathe affirme qu'il est là seulement pour assister à ses funérailles en tant que son plus grand ennemi. Cette séance de bavardage donne suffisamment de temps à Vera pour attirer l'une des chimères de la succube vers Cyrus, qui, selon elle, n'attaque que la source de mana la plus forte à proximité, qui dans ce cas appartient à l'homme lui-même. Utilisant cette ouverture, ils ont réussi à s'échapper, mais Vera dit qu'elle ne veut plus jamais affronter une bête comme Syros.
Au même moment, Alvin et Carlos se souviennent du jour où Ophelia est arrivée pour la première fois à leur université et a été instantanément accueillie par des regards de jugement de tous les environs. Quand elle était seule avec Carlos pendant le déjeuner, elle a fait semblant d'aller bien et de n'avoir besoin de personne, mais Carlos a souri et a dit qu'il voulait qu'elle se fasse beaucoup d'amis bientôt. C'est alors qu'il la présenta à Alvin, qui fut instantanément dominé par ses pensées lascives. Dès qu'il inhala son parfum, cependant, il le combattit rapidement en écrasant ses propres joyaux de famille et réussit à parler à Ophelia sans se salir le pantalon. Cela continua pendant les mois suivants, car chaque fois qu'il lui parlait, sa nature humaine le gênait. Cependant, il n'abandonna pas et finalement, après quelques mois, il réussit à se contrôler. Ophelia fut profondément touchée par cela et se demanda pourquoi il était allé si loin pour elle, ce à quoi Alvin répondit que sa souffrance n'était rien comparé à ce qu'elle avait traversé dans sa vie. Cela l'éleva et elle rejoignit plus tard le conseil étudiant après avoir été invitée par lui et commença à travailler comme guérisseuse pour leur équipe. Cependant, tout a mal tourné après que les autres camarades a commencé à être jaloux de sa relation avec Alvin et ont commencé à la traiter de salope qui utilisait ses pouvoirs pour garder le pauvre garçon lié à elle. Ce harcèlement la fit perdre la tête et après qu'elle ait éliminé le premier groupe, Ophelia ne put se contenir et finit par éloigner Alvin et Carlos, ce dont le président se blâme encore. Pendant ce temps, après que Pete s'échappe du donjon et réussissent à sortir de son repère, il utilise la boule magique d'Albrecht pour envoyer un signal avant de perdre connaissance. Il se réveille quelques temps plus tard pour trouver Oliver et le reste de ses amis et serre immédiatement son père dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Cependant, leurs retrouvailles sont gâchées quand Ophelia apparaît et se félicite d'avoir capturé un Reverse. Vera intervient et suggère nonchalamment qu'elle les laisse partir car perdre un Reverse n'affectera pas sa recherche. De plus, ses mignons juniors pourraient retrouver un ami. Ophelia la traite d'idiote de penser qu'elle pourrait être convaincue et dit qu'elle a atteint l'apogée de sa magie dès qu'elle ferme les yeux et commence à réciter un étrange sort de vaudou. Tous tentent de l'arrêter, mais Tenana est subjuguée par ses tentacules, permettant à la succube de compléter son sort et d'étendre un domaine autour d'elle-même. Tandis que l'esprit psychotique de Vera commence à louer l'excellence de sa magie, Ophelia est consumée par son propre sort et commence à générer un tas de chimères. Vera explique qu'ils ne peuvent pas sortir de son domaine à moins de l'éliminer ou de briser son sort, et tandis que Stacy rejoint la bande, tous passent par leurs améliorations de pouvoir et se préparent à l'action. Avec T'Challa et Vera prenant la ligne de front, elles lancent un puissant sort de feu sur Ophelia, ce qui ne fait absolument rien, laissant Vera sans autre choix que d'utiliser les dégâts émotionnels comme son dernier recours. Elle mentionne comment Ophelia a réussi à maintenir sa personnalité désagréable malgré être consumée par un sort et se demande si c'est dû à son attachement restant à son premier amour raté. Réalisant à quel point cela l'irrite, Vera continue et dit qu'Alvin était complètement au-dessus de son niveau et même si elle avait essayé, il ne l'aurait jamais fréquenté, ce qui l'a fait exploser. Sheila utilise cette ouverture pour anéantir ses chimères et Vera avance contre la succube sur son balai seulement pour que ses tentacules la capturent. Cela lui permet d'utiliser son œil de basilic sur elle, cependant dès qu'elle pense avoir gagné. Ophelia se libère de son sort et l'empale avec ses tentacules. Elle révèle alors que la magie faible comme la sienne ne fonctionne plus sur elle et la défie de la traiter de salope à nouveau, faisant rire Vera et la traitant de risée qui est toujours accrochée à son premier amour non partagé. Cela marque la fin de son arc de rédemption, tandis qu'Ophelia la vainc et la met de côté, seulement pour se souvenir plus tard comment Alvin a dû se retourner contre elle, ce qui affaiblit sa magie. Oliver utilise cette chance et dit à Nana qu'il compte sur elle pour éliminer Ophelia. Dès que lui et Kala montent sur leur balai pour détourner son attention en attaquant ses chimères, dans sa dernière tentative, Oliver tombe et dit à Nana de sauter. Cependant, quelques instants avant qu'elle n'attaque Ophelia, elle réalise qu'elle pleure. Incapable de l'atteindre, Nana est projetée sur le côté par ses tentacules, faisant paniquer Oliver et lui tendant rapidement la main pour s'assurer qu'elle va bien. Les voir ensemble rappelle à Ophelia son propre temps avec Alvin et elle regrette de ne pas avoir traité ce qu'elle avait à l'époque avec respect et affection. Tandis que son domaine commence à s'affaiblir, une douce mélodie l'atteint et brise son sort, permettant à Alvin et Carlos d'entrer et de l'affronter. Alvin s'excuse d'être en retard et de toujours la faire attendre, ce qui fait sourire une Ophelia aux yeux larmoyants. D'autre part, Carlos commence à marcher vers elle et dit qu'il est venu pour elle seulement pour qu'elle lui dise de rester loin. Quand il ne l'écoute pas, elle le frappe même avec ses tentacules. Cependant, il refuse et continue d'avancer. Quand Oliver tente de l'aider, Alvin l'arrête et révèle qu'ils ont une histoire ensemble. Pendant ce temps, dès que Carlos s'approche suffisamment, il libère le sceau sur son cou, ce qui affaiblit encore plus son sort et ouvre des brèches dans son domaine. Alvin explique à Oliver que leurs familles ont un pacte qui exige que Carlos brise son sort au cas où elle serait consumée par celui-ci. De plus, le sort d'Ophelia ou tout autre type de magie liée au genre ne fonctionne pas sur lui car en échange du sceau pour briser son sort, Carlos a dû se débarrasser de ses précieux joyaux.
Oliver observe tandis que Carlos parvient finalement à réduire la distance entre eux et à étreindre Ophelia, ce qui lui rappelle leur jour à l'université ensemble. Une nuit, après qu'elle ait utilisé 2 types différents de boucles d'oreilles, elle se demanda laquelle lui allait le mieux. Il la taquina sur le fait qu'Alvin aimerait l'une d'elles, ce qui la rendit gênée. Il l'a ensuite serrée dans ses bras par derrière et a dit que la première fois qu'il l'avait vue, il avait décidé qu'il ferait tout en son pouvoir pour la rendre heureuse. De retour au présent, il s'excuse de ne pas avoir pu tenir sa promesse et dit qu'il l'aimera pour toujours, ce qui l'a fait pleurer et cesser de résister. Tandis que le sort se brise, enfin, Alvin, les yeux larmoyants, dit adieu à sa meilleure amie, tandis que Carlos et Ophelia se donnent la main et disparaissent. À mesure que le domaine s'effondre, Oliver rencontre Gwen et Shannon, toutes deux heureuses qu'il aille bien. Une fois cette épreuve terminée, tous retrouvent leurs amis et reprennent leur vie normale, Guy se concentrant sur le fait de devenir une femme au foyer et Petey passant son temps dans le labyrinthe. Nano reçoit des cours d'entraînement gratuits d'Oliver, tandis qu'il reporte son attention sur son objectif original, qui est de se venger de la mort de sa mère. Jusqu'où Oliver ira-t-il pour la vengeance? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Laissez un like si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de résumés incroyables.